you. Euh, donc, nous allons passer à notre autre keynote speech intitulé Entre utopie et atopie, l'ailleurs de l'expérience migratoire. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Alexis Nuselovici. Alexis Nous est professeur en littérature générale et comparée à l'Université d'Aix-Marseille. Il est membre de plusieurs équipes de recherche internationales. Il dirige le groupe Transition au sein du Centre interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille, CIELAM. Il est titulaire de la chaire Exil et migration au Collège d'études mondiales auprès de la Fondation Maison des sciences de l'homme de Paris. Et ses champs de recherche et de réflexion concernent la traductologie, l'expérience exilique, la culture européenne, la littérature du témoignage, les problématiques du métissage et les esthétiques de la modernité. Alors, parmi ses ouvrages, je citerai Plaidoyer pour un monde métis, publié en 2005, Paul Celan, Les lieux d'un déplacement, publié en 2010, Pour une politique hors sol, avec Augustin Giovannoni, chez Quimé en 2017, et La condition de l'exilé, Penser les migrations contemporaines, publié en 2015 auprès de la Maison des sciences de l'homme et réédité en 2018. Alors, dans La condition de l'exilé, Alexis Nous avait posé la notion d'exilience, un néologisme servant à définir l'expérience mouvante, singulière et subjective du migrant, tout en soulignant l'identité nouvelle qu'il acquiert au fur et à mesure de son déplacement. Donc, c'est une condition exilique partagée par tous les individus migrants. Cette enquête de la phénoménalité comme des enjeux politiques de l'être au monde migrant qu'Alexis Nous se lance pour interroger l'espace exilique, l'ailleurs. Alors, et quel ailleurs si ce n'est l'utopie? Nous l'avons vu précédemment au cours des derniers échanges, l'utopie dérange l'ordre spatial en le dépassant, le réinventant, le critiquant également. L'utopie ne nie pas l'ailleurs, il n'en enlève pas non plus l'existence. L'utopie est aussi cet entre-deux, une possibilité, mais également une ligne fine de terre délimitée, parfois protégée, comme l'a rappelé Richard Scolar hier. L'utopie est même ce qui pousse le sujet migrant à l'ailleurs, vers l'ailleurs, dans ce déplacement. Alors que l'atopie a été mentionnée hier par Jean-Paul Madou à partir de l'œuvre de Glissant, l'atopie, elle, en est sa charge subversive. Elle fait éclater les prétentions de toute rationalité spatiale. Et elle accompagne l'éthos exilique qui soutient un être en suspens dans cet entre-deux. Alexis Nous répond à chaque fois présent à mes invitations. Et pour cela, je lui en suis infiniment reconnaissante. Encore aujourd'hui, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est à ces deux forces, comme il le dit, que sont l'utopie et l'atopie qu'il consacre sa communication, intitulée donc Entre utopie et atopie, l'ailleurs de l'expérience migratoire. La parole est à vous. Merci. Comment refuser les invitations de Justine? C'est moi qui tiens à exprimer ma gratitude pour toutes ces invitations, également ma gratitude à l'endroit de la Maison française d'Oxford pour accueillir, même virtuellement, ce colloque. Je tiens aussi à présenter mes excuses. Je ne peux assister à l'ensemble du colloque. La période est très, très chargée dans mon université actuellement, alors que je suis plus qu'intéressé, touché, je dirais, intellectuellement et sensiblement par les thèmes de ce colloque et par exemple par les trois communications de ce matin. Je trouve ce matin un espace discursif autour de la question migratoire que je cherche et que je ne trouve que très, très rarement, au point que j'aurais voulu vous partager avec vous d'autres réflexions justement sur le mensonge du migrant, etc. Mais j'espère que d'autres possibilités nous seront offertes. Entre utopie et atopie, l'ailleurs de l'expérience migratoire. Deux citations pour commencer. La première, en guise d'hommage de gratitude à notre hôtesse, Justine, une citation de Jacques Brel. « L'homme n'est pas fait pour rester quelque part. L'homme n'est pas fait pour rester quelque part. » Jacques Brel, qui, on le sait, a pour sa part choisi de finir loin de la Belgique et loin de la France,
dans les îles Marquises. La seconde citation est empruntée à un texte que Pierre Bourdieu écrivit en préface au livre du sociologue Abdelmalek Sayad, La double absence. Bourdieu écrit « Comme Socrate selon Platon, l'immigré est atopos, sans lieu, déclassé, inclassable. Rapprochement qui n'est pas là seulement pour ennoblir par la vertu de la référence. Ni citoyen, ni étranger, ni vraiment du côté du même, ni totalement du côté de l'autre, il se situe en ce lieu bâtard dont parle aussi Platon, la frontière de l'être et du non-être social. » Et je m'arrête sur cette atopos qui ouvre la possibilité de proposer atopie comme un régime de représentation conceptuelle différent de l'utopie, même si les deux sont étymologiquement liés. Cette frontière de l'être et du non-être social évoquée par Bourdieu ouvre, je crois, davantage à l'atopie qu'à l'utopie. L'atopie me semble nécessaire pour répondre à l'interrogation posée par l'intitulé du colloque, Utopie et migration, renouveler l'imaginaire des frontières au XXIe siècle. Je m'arrête sur le premier segment de ce titre, Utopie et migration, pour dire que la migration contemporaine, que je suppose impliquée dans cet énoncé, la migration irrégulière, dramatique, meurtrière, cette migration ouvre une autre voie de réflexion que l'utopie. C'est donc par une considération de la réalité migratoire actuelle que je me tourne vers ce concept d'atopie. L'utopie définit un ailleurs ou un là-bas différent, alors que l'atopie défait l'ordre spatial et le binarisme ici, là-bas ou encore quelque part, nulle part. En outre, l'utopie dans l'imaginaire occidental existe sous le régime de l'écriture. D'une part parce que l'utopie est littéraire, a été façonnée par la littérature, et d'autre part parce que c'est le sémiotisme qui vient réguler le politique, l'espace du politique utopiste. Or, l'écriture est toujours une assignation, c'est-à-dire une spatialisation, une localisation, un enfermement. L'expérience du drame migratoire contemporain, à l'inverse, dégage un principe du nulle part qui est le fondement conceptuel de l'atopie. L'utopie dérange l'ordre spatial en le dépassant, en installant un contre-ordre ailleurs, mais qui ne va pas nier l'ordre spatial, puisque l'utopie en offre une version encore plus rigide, encore plus régulée. La charge subversive réside davantage du côté de l'atopie, qui fait éclater les prétentions de toute rationalité spatiale. Inspiré par le rimbaldien, quoique apocryphe, la vraie vie est ailleurs, l'atopie construit un ailleurs souverain et nomade, auto-légitimé et non territorialisé. Elle accompagne naturellement l'éthos exilique qui soutient un soi sans chez-soi, un être quelque part sans être de quelque part. Une atopie susceptible de devenir un ordre politico-spatial admissible pour toute société, adéquat pour les migrants comme pour ceux qui devraient les accueillir. L'expérience migratoire se nourrit des deux forces, utopiques et atopiques, car le sujet migrant doit à la fois viser l'idéal d'un habitat permanent et dresser l'imaginaire d'une identité hors sol. Tension nécessaire entre utopie et atopie, à l'encontre des politiques européennes actuelles qui refusent la corrélation entre utopie et atopie, puisque contestant aux arrivants le droit à l'utopie, elles les condamnent à l'atopie. Et le deuxième exposé de ce matin nous l'a montré. Le principe du nulle part, un principe
et non un concept, tel le principe espérance d'Ernst Bloch ou le principe responsabilité de Hans Jonas, nonobstant l'opposition de ce dernier à la défense de l'utopie entreprise par le premier. Dans cette acception, un principe marque davantage une pulsion qu'une intelligibilité, c'est-à-dire qu'il rompt radicalement avec l'acceptation non critique de la réalité dont toute conceptualité peut se rendre coupable. Décrire la réalité, et je suis très très proche ici des analyses de l'école de Francfort, de la théorie critique, décrire la réalité telle qu'elle est, c'est d'une certaine manière être déjà complice de cette réalité et des enjeux de pouvoir qu'elle suppose. Et Bloch, sur le plan politique, et Jonas, sur le plan environnemental, en appellent à une césure profonde afin de mettre en place les conditions d'un renouveau. Le principe est la condition de cette césure, alors que le concept n'en a pas la force. Tous deux, Bloch et Jonas, appartiennent à cette philosophie de l'émancipation qui se développa en Allemagne au courant du XXe siècle et dont l'école de Francfort fut la matrice la plus féconde. Au siècle suivant, l'actualité se charge de nous montrer que les deux outils heuristiques, catastrophe et utopie, ces deux outils de l'école de Francfort, dialectiquement liés, demeurent indispensables et que la crise des valeurs, des institutions, des gouvernances, devenue permanente, en est encore plus dramatique. Deux causes imposent leur évidence et leur urgence à cet égard. L'écologie et la migration, non sans convergence au demeurant, ne serait-ce que parce que les données géographiques le montrent, dans le déplacement forcé des populations, le facteur environnemental rejoint désormais la persécution et la misère parmi les agents majeurs de causalité. Or, il importe d'approcher la question migratoire contemporaine avec une attention similaire portée à la dimension spatiale, à ce que la dimension spatiale doit être repensée par l'expérience migratoire contemporaine, et non pas se contenter d'accueillir les migrants dans une spatialité conceptuellement obsolète. Précisons que la question migratoire ne devient question que lorsqu'elle est perçue comme une crise, ce qui est le cas actuellement en raison de l'incapacité des sociétés occidentales à accueillir les migrants irréguliers, alors que ceux-ci seraient très facilement absorbés et que leur rejet tient à de sombres raisons idéologiques. Ce sont ces exilés emprisonnés sur le seuil qui sont les migrants de la crise que met de l'avant la doxa journalistique et politique. Or, une crise, c'est un écran au double sens, à la fois un écran qui dissimule la réalité politique des phénomènes et un écran sur lequel on peut projeter toutes sortes de fantasmes idéologiques. Telle est la crise migratoire. La référence spatiale lors des phénomènes migratoires antérieurs était comprise en termes territoriaux. Le migrant quittait un territoire X pour gagner un territoire Y. Les deux connus et désignés. Lexicalement, la polarité se traduisait en France dans les couples émigrants ou émigrés et immigrants ou immigrés, ex, in. In ou ex, préposition d'une spatialité déterminée et directionnalisée. Aujourd'hui, à ce seul niveau terminologique, le terme qui est employé, c'est celui de migrant, non pas immigrant ou émigrant, immigré ou émigré, mais migrant, introduit par sa morphologie et par sa sémantique un effet d'imprécision. On oublie le in, on oublie le ex, ce qui contribue à la massification des sujets en migration. En outre, le lexique est animalier. Seuls les oiseaux ou les poissons migrent, et ceux-là n'ont pas de subjectivité politique. L'un des facteurs d'aggravation du drame migratoire contemporain tient à ce qu'on nommera le syndrome de masse, qui frappe tous ceux, toutes celles qui arrivent sur les rives et les frontières de l'Union européenne
les privant d'un nom et d'un visage. Contrairement aux migrations précédentes, de nature différente, les exilés d'aujourd'hui, les migrants sont perçus comme un bloc, ce qui efface chez les arrivants toute subjectivité et toute individualité. Une masse qu'un usage lexical particulier permettrait toutefois de dégrossir en les appelant des personnes migrantes ou bien des sujets en migration. Et si ces formules rappellent la fausse pudeur des désignations du politiquement correct, elles rendent au moins aux arrivants la dignité dont ils ont besoin comme d'un abri. Une masse, sans nom, sans visage et même sans origine, sauf parfois pour distinguer des pourcentages ou des statistiques. Dans les vagues migratoires antérieures, les arrivants possédaient une identification nationale, prisée ou décriée, Salrital, un plombier polonais, un travail d'arabe, les Polonais, les Italiens, les Algériens, les Portugais, etc. Une identification nationale et topique. Aujourd'hui, les migrants constituent un ensemble anonyme, homogène, sans langue, sans culture, sans lieu d'origine, sauf, encore une fois, pour des besoins de statistiques. En outre, celles et ceux qui arrivent sont partis il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, plus encore. Ils ont traversé 1, 2, 3, 4 pays avant d'arriver. Par exemple, pour la Méditerranée, Érythrée, Soudan, Libye, Italie, ou pour la route dite des Balkans, Turquie, Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie, puis Autriche. Peut-on dire alors de quel pays ils sont exilés? De quel pays ils sont partis? De quel pays viennent-ils, viennent-elles? De nulle part. Et cette expérience en fait des vecteurs du principe du nulle part, aptes à renouveler nos compréhensions démocratiques encore trop inféodées au principe de territorialité. L'exilé qu'est le migrant n'est pas l'étranger. Et si l'extrême droite a remplacé dans son discours de haine l'immigrant par le migrant, la substitution ne fonctionne pas vraiment. Alors que l'immigrant venait de quelque part, un au-delà frontalier, et qu'il s'incarnait dans la figure de l'étranger menaçant, le migrant, en tant qu'exilé, est celui qui a quitté un chez-soi pour venir dans mon chez-moi, sans plus de précision quant à la direction. Va-t-il rester? Va-t-il repartir? Va-t-il retourner? Va-t-il être expulsé? L'étranger appartient encore à une vision du monde politique encore vivace, mais inapte à saisir l'identité spatiale du nouveau venu, le migrant de l'exil de masse contemporain qui annonce la possibilité d'un être au monde atopique. Théorie en 3 temps de l'ici et du là-bas. Premièrement, il y a un ici et il y a un là-bas. Deuxièmement, je suis d'ici et l'étranger vient de là-bas. Troisièmement, il appartient à ce là-bas qui est son ici et moi j'appartiens à mon ici qui est son là-bas, ce qui implique un itinéraire, une trajectoire et une conception du monde comme un espace territorialisé, frontiérisé, avec des tracés limitatifs, bref, un monde comme une carte, avec des couleurs spécifiques pour distinguer les pays, telles que celles qu'on affichait dans les écoles d'antan. Un monde de traités et d'ambassades entre nations territorialement constituées qui dessinent un système interétatique vivable lorsque les règles présidant à ce système sont respectées. Or, ce monde a changé et c'est ce qu'illustre l'exilé et c'est ce dont s'effraie l'extrême droite lorsqu'elle brandit le spectre de l'étranger, mais c'est aussi ce que les gouvernants actuels n'ont pas compris, que le migrant représente un autre monde qui est déjà là. L'étranger se comprend sur la ligne ici, là-bas. Il amène le là-bas ici et l'ici s'en accommode plus ou moins bien, le tolère, le refuse. Alors que l'exilé, l'arrivant d'aujourd'hui sur les espaces européens n'apporte pas le là-bas, il vient de nulle part. Et c'est le nulle part qui l'apporte ici,
qu'il apporte dans l'ici. Il est utile de préciser que cette analyse, quand elle traite du nulle part, ne vise pas à en faire l'apologie au détriment des migrants, reprenant le discours qui vante les mérites du nomadisme, en évinçant les personnes déplacées qui n'ont pas eu le choix ou le luxe de quitter leur lieu de résidence. Les exilés en souffrance de pays ont besoin d'un quelque part. Ils aspirent à ce quelque part, ils ont droit à ce quelque part. En revanche, ils sont porteurs d'une expérience à même de déconstruire nos pensées territorialisantes et nous devons leur en être redevables. Autrement dit, le nulle part nous concerne, nous, les tenants et les gardiens du quelque part. Les exilés n'ont pas à en soucier. Le nulle part ne coexiste pas avec l'ici, car il le délégitime en détruisant toute conception territoriale. Excusez la tautologie, nulle part se trouve nulle part. C'est-à-dire qu'il défait la possibilité non seulement d'être quelque part, mais même la possibilité d'un quelque part, que quelque part existe quelque part. Avec du nulle part s'effacent les frontières, les limites territoriales, les cartes géographiques et les découpages politiques à petite ou grande échelle. En quoi les exilés, les migrants d'aujourd'hui, viennent-ils de nulle part? Pour deux raisons déjà mentionnées. Les nommer les migrants, d'une part, effacent les spécificités individuelles ou collectives, et d'autre part, ils ne viennent pas directement de là d'où ils viennent, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ils viennent de nulle part, des exilés intransitifs. Non pas être exilé de quelque part, mais être exilé. Première étape pour devenir un sujet politique. Dans l'idéologie d'extrême droite, l'étranger est une nécessité pour le discours d'extrême droite, puisqu'il permet d'affirmer un sol, une identité, une racine, une frontière, un territoire. Toute idée que ruine la figure de l'exilé, du migrant contemporain, en les privant de leur base argumentative. Je ne viens pas de quelque part et je ne viens pas sur ton quelque part, car l'exilé n'a pas de nation. Il n'est pas d'une nation. On peut se plaire à constater que parmi les programmes de l'élection présidentielle française, la dernière élection présidentielle de 2017, ou bien lors des élections européennes de 2019, le seul message prônant ouvertement l'accueil généralisé des migrants provenait des candidats trotskistes, héritiers de l'internationalisme du penseur révolutionnaire qui, on le sait, mourut assassiné en exil. Le nulle part exilique brouille toutes les pistes. En regard des trajectoires migratoires antérieures d'un pays A à un pays B, éventuellement en passant par un pays C, un principe d'indétermination vient déranger les données spatiales. Encore une fois, d'où vient le migrant alors qu'il a traversé plusieurs pays? Et aussi, où va-t-il? Car la destination dépend de facteurs qui échappent à la volonté du sujet en migration, que ce soit les hasards des implantations de connaissances familiales ou amicales, ou que ce soit la volonté d'accueil des pays traversés. De nulle part. De l'immensité désertique, le Sahara, de l'immensité maritime, la Méditerranée. Et pour certains, par exemple celles qui arrivent en France, de l'immensité des barrières alpines. Si le désert ou la mer ou la montagne, c'est une étrange renaturalisation de l'histoire humaine, d'où l'importance de l'intervention de Francesco tout à l'heure, de ce retour de la nature pour définir l'identité de l'exilé cubaine. Le désert, la mer, la montagne dressent l'arrière-plan de la scène migratoire autant que les pays d'où viennent les migrants. Comment dès lors s'étonner qu'il n'y ait pas de visa? Les vagues ou les dunes se déroulent à l'infini, un rouleau infini qui ne saurait formaliser ou réglementer quoi que ce soit. La mer ou la montagne ou le désert ne délivrent pas de visa. Mer ou désert, leur valeur emprunte au symbolique autant sinon plus qu'à la réalité géographique, saharienne ou méditerranéenne.
car la mer, le désert, la montagne figurent le sans limite, le sans repère, un pur espace atopique qui ne livre aucun code, aucun savoir, aucune possibilité d'inscription, un espace qui écrase la conscience humaine. La traversée maritime qui commença le trajet exilique d'Ovide est reprise et contée par le poète au début de ses tristes, car cette traversée maritime vient symboliser tout l'exil d'Ovide. Arrivé au lieu de sa relégation, à Tomis, en pays sauvage et barbare, dit-il, Ovide se trouve sur la terre ferme, mais celle-ci ne s'avère pas plus accueillante que ne l'était la mer, et lettre après lettre, le poète va pleurer l'inhospitalité de ce lieu. Nulle part est le lieu d'exil d'Ovide. D'avoir vécu minoritaire dans un pays où chacun se méfiait de tous, en somme, une espèce d'exil intérieur a aiguisé mon attention aux autres, écrit Albert Memmi dans son autobiographie Le nomade immobile. La notion d'exil intérieur, née au sujet de l'Allemagne nazie, aussi suspecte soit-elle d'un point de vue moral ou politique, est pertinente dans notre réflexion, car elle module l'idée du nulle part en ce qu'elle ne s'oppose pas à l'idée d'un quelque part. Je peux être en exil quelque part sans avoir quitté ce quelque part, c'est-à-dire que je suis nulle part dans un quelque part. Être exilé à l'intérieur, c'est être nulle part dans un quelque part, acquérir une légèreté douloureuse provenant d'un atopisme niché au sein d'une topologie. Dans son journal, Victor Klemperer nous dit voir, pendant le nazisme, le territoire berlinois se réduire autour de lui comme dans un conte fantastique, jusqu'à ne plus pouvoir vivre que dans sa maison. On retrouve ici l'effet ghetto qui transparaît aussi bien dans les mémoires du ghetto de Varsovie, dont hier marquait le 78e anniversaire du soulèvement, dans ces mémoires des combattants de Varsovie, aussi bien que dans le journal d'Anne Frank. En Tunisie, Albert Memmi est juif parmi une population arabe, mais il subit la même colonisation française, double exclusion dont le mécanisme est semblable à celle de Kafka, juif parmi une population germanophone, elle-même minoritaire à Prague. La minorité se situe quelque part dans un espace régulé par le pouvoir dominant, mais la minorité dans une minorité, la dernière ne gouvernant pas la première, n'étant pas la minorité d'une majorité, la minorité dans une minorité va perdre ce privilège et va se retrouver nulle part. La minorité d'une majorité est dans le quelque part d'une majorité, mais la minorité d'une minorité ne peut pas être dans le quelque part d'une majorité, elle est nulle part. L'univers romanesque de Kafka répond aussi au principe du nulle part. Les personnages sont partis, mais ils n'arrivent pas. Ils sont suspendus entre départ et arrivée. Les personnages habitent véritablement le nulle part chez Kafka. Ce principe de non-arrivée, de sursis ou de suspension permanente vient éclairer le sentiment exilique en ce qu'il en dégage la permanence. L'exil est cette suspension. Ulysse ne revient pas véritablement à Ithaque, puisqu'il doit en repartir. Abraham quitte son pays natal, mais ses descendants gagneront une terre dont ils seront encore chassés. À la différence de la condition migrante dans le sens traditionnel qui visait une destination, la condition exilique de la migration contemporaine ne connaît de détermination que la destinérance, en empruntant le terme à Jacques Derrida, quoique dans un sens différent. Exilé sur sa terre en tant qu'arabe, de nouveau exilé au sein de la population arabe parce que juif, Memmi rencontrera une troisième phase exilique lorsque juif tunisien, il s'établit en France pour tracer un parcours reconnu de sociologue et de romancier. L'exil intérieur de Memmi
est à distinguer de l'expérience des exilés intérieurs sous régime totalitaire, car il touche à l'ontologique. Il n'est pas dépendant des circonstances. Exil intérieur qui se traduit en un principe de non-appartenance permettant au sujet une attention aux autres, une indulgence envers tout le monde, notamment aux opprimés et aux dominés dans le cas d'Albert Memmi. Exil intérieur fait écho à Terre intérieure, titre d'un livre dialogué antérieur. Qu'est-ce qu'une terre intérieure, sinon l'espace subjectif autorisant les jeux de construction et de destruction qui forgent une individualité, alors que le dehors social les contraint ou les interdit. Les ateliers biographiques dont nous parlions précédemment permettent de créer ces terres intérieures. Sans déficit d'immensité, cette terre appelle le nomadisme qui, non dévoilé, apparaîtra immobile. Chez Albert Memmi, l'œuvre romanesque n'est pas à détacher de la pensée du sociologue et philosophe, qui véhicule l'expression d'un scepticisme envers un certain discours idéaliste ou utopiste, dit-il, qui tend à voir dans le monde actuel le laboratoire d'une créativité culturelle menant au dessein d'une nouvelle humanité. Et je songe, je dois le dire, avec une certaine gêne, par exemple au Third Space, le tiers-espace de Homi Bhabha, autant qu'au principe de créolisation généralisée d'Édouard Glissant, le tout-monde, car où est la spatialité meurtrie du migrant contemporain? Face à ce type de postcolonialisme heureux, dirais-je, malgré une esthétique de la souffrance, l'anticolonialisme d'un Albert Memmi ou d'un Frantz Fanon s'affirme plus adéquat aujourd'hui, alors que le drame migratoire contemporain a révélé la réalité de forteresses occidentales inaccessibles et dont les habitants ne sont pas prêts à partager le confort avec les hordes d'exilés qui ne demandent que la survie. Où est le third space? Où est la créolisation de l'espace pour les migrants contemporains? Une autre crise qui nous touche tous, celle du Covid, a aussi révélé cette même disparité ou asymétrie entre nantis et pauvres. Depuis les conditions de vie qui exposent au virus jusqu'aux inégalités dans la vaccination, un monde binaire, non utopique, affiche son évidence. Les uns sont quelque part protégés, les autres sont nulle part exposés. Aucune utopie ne saurait dissimuler l'atopie des victimes. Aujourd'hui, le refus de l'accueil de l'autre et le rejet du métissage sont généralisés en dépit de l'évolution du monde et des nouvelles réalités sociales, ou peut-être à cause de ces réalités. À cet égard, la préface de 1963 d'Albert Memmi à son roman Agar et son appel à la fraternité des peuples tombe à plat. En revanche, dans l'ouvrage que j'ai déjà mentionné, Le nomade immobile, on ne s'étonnera pas de lire une attaque contre la posture utopiste. L'utopie, écrit-il, est un placebo de la pensée. Et la qualification de ce titre est gentille, puisque le chapitre en question va évoquer mai 68 pour délivrer une analyse sévère de l'utopisme. Je le cite, l'utopiste passe pour un doux parce qu'il annonce la paix. À cause de la résistance du réel, il devient généralement violent. Ou encore, l'utopiste se croit investi d'une mission, or, pour le missionnaire, l'importance du but est telle que rien ne peut lui être préféré. Rien ne doit être ménagé, pas même la vie de l'utopiste lui-même qui se transforme aussi bien en martyr. L'analyse du philosophe Hans Jonas, que j'ai mentionné plus tôt, l'analyse de Hans Jonas dans le principe responsabilité est plus approfondie, puisqu'elle critique dans l'utopisme tel que théorisé par exemple par Ernst Bloch,
l'ontologie du ne pas être encore. L'ontologie du ne pas être encore. Alors que l'homme authentique, écrit-il, existe depuis toujours, avec ses hauts et ses bas, sa grandeur et sa misère, son bonheur et ses tourments, sa justification et sa culpabilité, bref, dans toute son ambivalence qui est inséparable de lui. Ambivalence que l'ontologie du ne pas être encore a tendance à effacer. Face au pas encore qui va différer l'authenticité, Jonas recommande un changement de direction qui invite à considérer le passé pour apprendre ce que l'homme peut être en positif comme en négatif. Le passé donc comme réservoir des possibles. S'il est possible de penser le nulle part, c'est qu'il n'est pas absent de l'imaginaire occidental. Une de ses figurations les plus frappantes le reconnaît par exemple dans le royaume des morts. Deux récits exiliques fondateurs intégrant une catabase, l'Odyssée et l'Énéide, la situent non pas comme une parenthèse, mais comme le support de la vérité de l'errance, investissant le nulle part d'une fonction heuristique. Quand Ulysse ou Énée descendent dans le nulle part, ils trouvent la vérité de leur parcours. Quant à l'autre source majeure de l'imaginaire occidental, un épisode de la tradition biblique ne manque pas de présenter un dispositif similaire. Jacob, en migrance après avoir quitté Beersheba, s'arrête à la nuit tombée, s'endort et rêve le rêve connu de l'échelle et des anges. Au réveil, il s'exclame que ce lieu est redoutable, ceci n'est autre que la maison du Seigneur et c'est ici la porte du ciel. À la fois maison du Seigneur et porte du ciel, c'est-à-dire un nulle part qui s'ouvre dans le quelque part. Et puis je pourrais aussi citer de nombreux exemples cinématographiques. Dans l'œuvre de Tarkovsky, par exemple, le nulle part occupe une place centrale, que ce soit l'espace sidéral de Solaris, la zone de Stalker ou l'église en ruine de Nostalgia. Ou encore le Rashomon de Kurosawa, puisqu'il installe la porte de Rasho à Kyoto comme une bouche de l'enfer ou encore comme la porte de démons. Nulle part, ce syntagme implique un découpage, une partition du réel spatial existant. Conséquemment, un refus de ce partage qui, paradoxalement, fonde et nie simultanément le droit d'exister de cet instant spatial. Antique dialectique du noir et blanc, jour et nuit, être et néant, ce qui porte incidence sur une question majeure, celle des formes. En effet, la nature d'un lieu autorise à le saisir dans une perspective morphologique. Quelque part prend part, et une quelque part au déroulé formel qui constitue l'espace, un bout de montagne, un bout de ciel, un bout de rivière. Quelque part n'est qu'un prélèvement ou une restitution de ce continuum sans prétendre à une quelconque originalité, à une création ex nihilo. Le nulle part, lui, est de l'ordre de la création. Si utopie et atopie sont deux modèles de déterritorialisation, la première est une force de délocalisation, la seconde une force de dislocation, défaisant l'ordre spatial. L'atopisme n'est pas éloigné de notre expérience dans la modernité. Et j'aimerais conclure sur deux exemples. News from Nowhere, Nouvelles de nulle part, de William Morris, publié en 1890, et Die Verwandlung, La métamorphose de Kafka, publié en 1915. Peu de points communs entre l'écrivain designer britannique et l'auteur pragois, sinon une propension à l'anarchisme. Mais les deux œuvres, News from Nowhere et Die Verwandlung, sont proches par leur point de départ narratif. Les deux héros se réveillent, ou du moins le récit prétend qu'ils se réveillent. Dans le premier texte, celui de William Morris, William Guest se réveille en 2012 dans un monde égalitaire et pacifié. Dans le second,
Grégor Samsa se réveille transformé en vermine. Le meilleur et le pire des mondes pour se réveiller. Angleterre victorienne pour le premier, empire austro-hongrois pour le second, des périodes de tension sociétale majeures auxquelles les réponses données sont variées. Ce qui m'intéresse, c'est que dans les deux cas, à l'aube de notre modernité, William Guest comme Grégor Samsa arrivent de nulle part puisqu'ils se réveillent. Un nulle part qui va se prolonger en enfer ou en paradis. Et telle est la qualité de l'atopisme. Une ambivalence principielle, une absence totale de déterminisme spatial et moral qui laisse par conséquent toute liberté à l'humain pour agir. L'expérience des migrants contemporains, les sans visa, sans visage, inscrit ce nulle part sur notre scène sociale et idéologique. Et c'est à ce titre qu'il est interdit de prétendre ne pas pouvoir les accueillir en raison de conditions structurelles tenant à l'état des sociétés démocratiques. Au contraire, les accueillir ouvre notre horizon à une nouvelle pensée du politique, détachée de la territorialité et de la citoyenneté nationale, une politique hors sol et hors frontières, fondée sur le respect et l'éthique. L'étranger est l'avenir du citoyen. Il faut faire migrer le politique en politisant la migration. Et alors, entre utopie et atopie s'annonce l'eutopie, E-U-T-O-P-I-E, c'est-à-dire l'espace du bien, cette racine grecque œil qui signifie le bien, avec aussi évidemment l'autre lecture possible qui a été initiée ce matin, E-U-topie, EU comme Europe. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup Alexis. Des liens déjà forts sont en train de se nouer entre les différentes communications sur peu de temps et ça renforce en fait à la fois on dégrossit chaque terme en tant que concept ou en tant que principe et en même temps les liens se créent d'une communication à l'autre. Je vais passer en galerie pour voir s'il y a des questions. En tout cas, j'apprécie énormément le travail que vous effectuez, non seulement à partir de sources littéraires communément, qui font partie de la doxa, qui font partie de la culture européenne, et pas seulement occidentale, mais en même temps, vous revenez donc à l'étymologie des termes pour les actualiser et les remettre en perspective par rapport aux réalités contemporaines et aussi aux actions qui peuvent être élaborées. Et mon invitation aussi était basée sur l'intérêt que j'ai pour aussi la démarche de chercheur bien particulière qui est la vôtre et que vous avez exposé brièvement. Peut-être pourriez-vous expliquer ce que personnellement je sais de votre biographie aux autres intervenants, c'est-à-dire la partie très active que vous avez donc en tant que chercheur par rapport à ces questions, mais aussi en tant que directeur de recherche pour lancer donc des projets qui incluent des doctorants et des doctorantes, et puis voilà, cette dimension active et aussi la dimension politique que vous avez initiée il y a 2 ans par rapport aux élections européennes. J'aimerais vous donner l'occasion d'en parler. Écoutez, très rapidement, parce que je ne voudrais pas m'étaler narcissiquement et que ça n'a pas grand intérêt. Ce que je veux dire, c'est que je travaille sur l'exil depuis une trentaine d'années. J'ai fait ma carrière à l'étranger, hors de France. J'étais 20 ans au Canada, puis 7 ans en Grande-Bretagne. Et quand j'étais au Canada, j'ai commencé à travailler sur l'exil. Bon, tout à l'heure, on parlait de la biographie. Elsa disait, voilà, nous sommes tous, etc. Et effectivement, moi-même, je ne suis pas d'origine française, pour parler rapidement. Et comme par hasard, j'ai fait ma carrière à l'étranger. Bon, bref. Et j'ai travaillé sur l'exil, qui me semblait être une dimension majeure de la culture occidentale et de la littérature occidentale, mais qui n'était traitée que d'un point de vue thématique.
alors que l'exil est une expérience existentielle fondamentale. Et donc, j'ai commencé à travailler sur l'exil dans la culture occidentale. Bon, des doctorants se sont joints à moi, etc. Et puis à partir des années, donc je suis revenu en Europe, et puis à partir des années 2010, je ne pouvais pas ignorer le fait que l'exil, c'était désormais ceux et celles qui arrivaient sur les rivages de l'Europe et qui ne correspondaient pas du tout à la figure du migrant. Raison pour laquelle j'ai publié ce bouquin, La condition de l'exilé, où je disais, mais le migrant est un exilé. La migration, c'est une donnée statistique, économique, sociologique, alors que l'exil, c'est une condition humaine. Cette condition humaine, l'ADN culturel européen la connaît, la pratique. La condition de l'exilé, comme la condition humaine, ça n'existe pas. Il n'y a que des conditions. La condition humaine, elle se décline en condition de la femme, condition du noir, condition de l'enfant, etc. et condition de l'exilé. Et nous pouvons, nous, en tant qu'humains, être tour à tour sujets de ces conditions différentes. Bon. Et donc, voilà, je ne pouvais pas ignorer. Donc, bon, c'est vrai que j'ai un passé militant, voilà, bon, du côté du trotskisme, peut-être certains l'ont compris ici, qui demandait qu'à se réactualiser. Et se réactualiser de quelle manière? En politisant précisément la question migratoire. Et donc, en mettant, je veux dire, dans cette intention politique, les outils qui sont les miens, c'est-à-dire ceux de l'analyse intellectuelle, ceux de l'herméneutique littéraire, etc., etc. Mais aussi en disant il n'y a aucune raison de ne pas aller à la rencontre du migrant. Je pense qu'il y a une espèce d'obscénité du savoir, quand parfois ce savoir observe un objet, que cet objet est menacé et que le savoir n'est pas au service du sauvetage de cet objet-là. Il y a véritablement une obscénité du savoir, c'est-à-dire que la question migratoire m'oblige aussi à réfléchir sur ce que veut dire être un chercheur aujourd'hui. Je pense que ce ne sont pas des objets innocents, ce sont des objets qui remettent en question notre éthique, notre déontologie. Et donc, j'ai commencé effectivement d'un point de vue personnel à être militant au sein d'associations d'accueil des migrants, mais surtout à ouvrir l'espace qui était le mien à l'université à cette question-là. D'où les gens qui ont voulu travailler avec moi en doctorat sur la question migratoire ou exilique, je leur ai dit oui, certainement, mais en même temps, il faut travailler avec les migrants. On ne peut pas traiter la question de l'exil aujourd'hui sans travailler avec les migrants. D'où la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, alphabétisation, récits biographiques, etc., envers les migrants. C'est vrai qu'il y a, enfin, il y a pour moi écoutez, si vous me permettez, je veux dire, je respecte pas les usages, mais je vais faire un peu de promotion pour un petit livre que je viens de publier, et qui s'appelle Droit d'exil, pour une politisation de la question migratoire. Et surtout, j'indique ça pour montrer qu'il est, à mon sens, nécessaire d'oser parler du politique. De là où nous sommes, du sein des universités, de parler du politique. Ceux qui sont ennemis de l'université ne s'en privent pas, islamo-gauchisme, etc., etc. En France, j'imagine que même les universitaires, les chercheurs non français savent cette polémique-là. Donc, de l'extérieur, on ne se prive pas de nous politiser, si j'ose dire. Je vous remercie, Justine a mis la référence du bouquin. De l'extérieur, on se prive pas de nous politiser, mais nous refusons cette politisation. Et je crois que nous avons tort. Et que sur la question migratoire, nous avons tort. Et que c'est pour ça que j'étais extrêmement sensible aux 3 communications de ce matin, où j'ai reconnu, comme je disais, un espace où tout d'un coup, je me sentais pouvoir être libre d'une certaine radicalité. Je suis un peu trop bavard, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Merci. Pardon si ça semblait être une façon de flatter un ego. Je pense que c'était surtout important pour nous, en tant aussi que chercheuses et chercheurs, de voir le pouvoir des études en littérature, enfin, dans le sens de pouvoir faire, l'action qui peut aussi être menée dans ce contexte où on réfléchit au pouvoir de la fiction, au pouvoir du récit. Donc, je vous remercie. Je vois déjà qu'il y a 2 mains levées et une question. Je vais commencer par Elsa, qui était la première à lever sa main, s'il vous plaît. Oui, merci, merci. Je voulais vous féliciter tous. Déjà, Justine, pour organiser cette conférence si intéressante. Je suis dans un confinement rural, très isolé de tout et de tous, d'après des mois et des mois. Et c'est vraiment euh, très heureux de rencontrer des collègues partout un peu dans le monde qui partagent nos idées, nos expériences et nos utopies, comme Alexis Nuzelovic. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance et j'espère qu'on pourra échanger des expériences, des projets, des idées à partir de là. Et merci Justine, beaucoup. Mais je voulais dire que l'atopie de l'expérience migratoire contemporaine est si terrible, ce atopos statistiquement massif et terrible de non-respect des droits et de la vie humaine et de grandes contradictions civilisatrices au sein de l'Europe et d'autres pays du Nord global, c'est assez perplexe. Ça cause de la perplexité. Mais je me demande justement, avec mon utopie biographique, hétérobiographique, si entre l'atopie ou un topos qui ne reconnaît pas la dignité humaine et l'utopie, cet horizon de construction d'un peuple à venir, on ne peut pas se pencher un peu plus sur habiter le présent, c'est-à-dire et quelle est notre responsabilité en tant que citoyens, citoyennes du monde, en tant que chercheurs, chercheuses des sciences sociales, des humanités, des arts, notre responsabilité identitaire. Je veux pas, c'est pas du tout une morale, c'est vraiment cette utopie civique d'habiter un présent en collectif, où on se permet de s'étonner avec la différence de l'autre, la différence radicale qui met en confrontation nos valeurs, par exemple culturelles, religieuses, etc. Donc, la vie, notre vie à nous tous, a un temps déterminé. Quel est le contenu qu'on veut attribuer à nos minutes de vie et à notre participation au monde? Voilà, donc c'est penser à l'espace avec les outils du temps et du temps d'existence en commun. Si je peux me permettre, enfin, ce n'était pas une question, je voudrais simplement prolonger cette réflexion sur le présent. Sur le présent. Je pense qu'il nous faut aussi réfléchir sur le piège possible du présent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous présents au présent que nous partageons. Le traumatisme, par exemple, est là dans un présent, mais le traumatisme vient vider le sujet de sa présence dans le présent pour l'attirer vers l'obscurité d'un passé. Et ce qui est évident pour toutes les personnes qui ont approché les migrants du drame contemporain, c'est cette opacité. C'est-à-dire que oui, ils sont là, ils partagent un présent, enfin, si tant est que quiconque soit présent dans son présent. Bon, mais nous sommes, je crois, quand nous ne sommes pas menacés, davantage présents au présent que ceux qui viennent d'ailleurs et qui ont subi le traumatisme. Dans mon article sur le mensonge du migrant, c'est ce que j'ai essayé de réfléchir, de penser. Le fait que on ne peut pas demander aux migrants de partager notre présent.
c'est-à-dire accepter, mais ce qui est excessivement difficile, si vous me permettez cette petite anecdote, j'ai aidé une jeune femme migrante dont tout le récit, donc ce récit préformaté dont nous avons parlé, la situait comme une Érythréenne. Et, et, et voilà, elle était érythréenne, etc., etc., etc. Et alors que nous partagions déjà un vécu commun, si j'ose dire, fait avec mon épouse, avoir assisté à la naissance de son enfant, etc., etc. 6 mois après, elle nous dit je ne suis pas érythréenne, je suis éthiopienne. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle avait eu ses papiers. Mais il a fallu tout ce temps-là. Et moi, comme un idiot, je me suis senti trahi en me disant, mais comment elle ne me faisait pas confiance? Mais ce genre de sentiment est médiocre par rapport à la douleur que venait partager cette jeune femme. Donc ce que je veux dire, c'est ne pas accepter que l'autre partage mon présent à 100%, c'est aussi un apprentissage. Et je crois qu'effectivement, c'est un apprentissage pour lequel la littérature, l'écriture est privilégiée. Je veux dire, écrire, c'est à la fois ce présent non présent, si j'ose dire. Et qu'il nous faut, je veux dire, même si on a la meilleure moralité au monde, il nous faut apprendre à accepter le mensonge, à ne pas juger, à ne pas juger. Je veux dire, ce jugement, je veux dire, qui est cette hantise de la métaphysique occidentale, que ce soit sur le plan moral, philosophique, politique, ça, juger, ne pas juger, c'est très difficile, c'est très, très difficile. D'où aussi, pour moi, parfois comment dirais-je, une virulence à déconstruire des concepts comme celui de solidarité. Dans solidarité, il y a sol, mais c'est mon sol, c'est pas le sol de l'autre. La solidarité, l'hospitalité, etc., etc. Je crois qu'il y a véritablement l'arrivée du migrant nous oblige à totalement déconstruire ceux qui nous permettraient de l'accueillir d'une certaine manière. D'où cette espèce de jeu de mots quand je propose droit d'exil. Parce que droit d'asile, c'est moi qui le possède, le droit d'asile, j'accorde le droit d'asile, alors que le droit d'exil appartiendrait aux migrants. Avec attention, avec des conséquences juridiques, etc., etc. Le fait qu'aujourd'hui, en Europe, la migration environnementale, climatique, n'ouvre pas le droit d'asile. Quelqu'un qui vient à l'OFPRA, qui est l'institution française qui gère le droit d'asile, avec un dossier climatique, il est refusé d'emblée. Donc il y a vraiment une nécessité de retravailler les concepts, de retravailler les structures idéologiques pour effectivement accueillir celles et ceux qui viennent vers nous aujourd'hui. Henriette? Oui, merci beaucoup pour cette très belle intervention. Je voulais juste revenir sur la question politique et très concrète que vous évoquiez, de faire une liste pro-migration pour l'Europe. Vous disiez qu'il y avait résistance totale. Quelles étaient les raisons de ces résistances? Je pose une question extrêmement concrète, hein, pour amener justement, et je m'en excuse, mais en même temps, je pense que c'est très important de comprendre. Et voilà. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que c'est juste des raisons invoquées, des raisons plus souterraines, à votre avis? Enfin, qu'est-ce qui... Voilà. Il y a 2 étages. Le premier étage, je peux le comprendre complètement. Si nous devenons politiques, on ne nous donnera plus de subventions. Bon, et ça, je peux comprendre parfaitement cette motivation-là. Il faut le savoir, le milieu associatif a besoin d'être subventionné. Et donc, s'il devient politique, il ne sera plus subventionné. Bon, non, ça, d'accord. Ça, c'est un premier étage. Le deuxième étage que j'essaie de comprendre, c'est malgré tout un refus du politique. Et j'aimerais comprendre d'où vient ce refus du politique, qui est, alors encore une fois, je veux dire, il faudrait faire réfléchir au niveau européen, qui en France, à mon sens, est lié à cette idéologie de la, comment dirais-je, pour parler très très rapidement, de la charité. C'est-à-dire qu'on accueille le migrant comme auparavant on avait nos pauvres et on faisait la charité.
Bon. Et ne pas faire de cette action-là une action politique. Ça rejoint un débat actuel sur le care, sur le soin. Nancy Fraser, grande sociologue et grande philosophe américaine, montre bien la politisation nécessaire du care. Le care, c'est pas du domaine du privé. Le care doit s'inscrire dans une économie sociale globale. Et que précisément le capitalisme, qui est l'instance majeure pour diviser, va diviser le care de la vie politique. Alors qu'au contraire, le care est un geste politique. De même, pour moi, l'accueil du migrant, c'est un geste politique. Mais dans mon dialogue avec alors que ce soit, encore une fois, SOS Méditerranée, Amnesty, la CIMAD, etc., dans mon dialogue, je soupçonne aussi autre chose, qui est cet héritage, qui n'existe pas en Allemagne, par exemple, qui est cet héritage de la... Encore une fois, je veux dire, comment dirais-je, de ce fantasme idéologique de il faut aider l'autre, non pas pour l'autre, mais en raison d'un principe moral, etc., etc. C'est-à-dire, encore une fois, de reconstruire cette barrière qui me sépare de l'autre. Alors que le politique, c'est d'accueillir l'autre dans mon espace et de trouver ensemble les possibilités d'un vivre au monde, d'un être au monde. Et je pense qu'il y a cette notion-là, encore une fois, qu'il est nécessaire d'interroger. L'humanitaire, j'en ai parlé avec excusez-moi, avec Ronnie Broman dans un atelier que j'ai organisé sur la crise. Il me disait que dans les années 80-90, autour du droit humanitaire et le droit d'ingérence, il y avait exactement la même discussion. Est-ce que faire de l'humanitaire, c'est du politique? Et précisément, les gouvernements européens ont autorisé l'humanitaire quand l'humanitaire n'était pas du politique. Et je crois que nous en sommes encore là. Faire de l'humanitaire, c'est précisément ne pas faire du politique. Alors que l'humanitaire devrait être une manière de faire du politique. Vous voyez, enfin, là, c'est vraiment un débat crucial, extrêmement complexe, en même temps extrêmement complexe, parce qu'il met en jeu les généalogies des discours humanitaires aussi dans les sociétés européennes, qui ne proviennent pas de la même source, encore une fois. Rien qu'à prendre le substrat théologique ou le substrat religieux, le protestantisme ou le catholicisme n'ont pas du tout la même attitude envers l'autre. Et nous sommes encore héritiers de l'État-nation français ou l'État-nation allemand, le fédératif allemand par rapport à l'homogénéité politique, etc., etc. Il y a beaucoup de critères. Mais je pense qu'il serait nécessaire de réfléchir. Alors, nécessaire de réfléchir, d'abord il faut agir. Bon, d'abord agir. Mais il est aussi nécessaire pour pouvoir mieux agir que de ne pas être dupe de ces constructions-là. Et donc de dire que la solidarité, non, c'est pas un fétiche. Pour moi, c'est un fétiche, précisément. C'est un fétiche. Et que ce fétiche ne doit pas nous empêcher de déconstruire certains discours qui sont des obstacles à une action directe. Il y a par exemple des amis juristes qui travaillent sur la possibilité d'accorder aux migrants la citoyenneté européenne. Parce que dans le droit, la citoyenneté européenne, elle existe. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont européens, ici, sur le passeport européen, il y a République française, et il y a Union européenne. Et ce sont deux entités politico-juridiques distinctes. Donc, il est possible juridiquement d'accorder la citoyenneté européenne en passant au-dessus des citoyennetés nationales. Mais vous imaginez la radicalité d'un tel geste qui remet complètement en question ce sur quoi l'Europe s'est construite. Et il serait donc tout à fait possible que les migrants soient les seuls Européens, si j'ose dire. Les seuls Européens parmi nous, parce qu'eux n'auraient non pas un visa, un droit de séjour, etc., mais un passeport européen, sans dépendre, encore une fois, d'une appartenance nationale. Oui. Non, mais parce que pour moi, il me semble, ce qui me surprend, c'est que dans ce que vous racontez, c'est que le fait que la défaillance de l'Europe, elle est largement reconnue et
et sur la question migratoire est largement reconnue. Donc, ce qui me surprend dans le refus de constituer des partis, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'il faut l'intégrer à une politique plus générale, etc. De façon pratique, oui. Mais Ou est-ce que vous avez vraiment rencontré... Enfin, là, je ne veux certainement pas monopoliser, mais où est-ce que la migration apparaît dans les programmes politiques des partis français, par exemple? Je pose la question, alors que c'est une des questions majeures qui se posent à la société française aujourd'hui. Oui. Et même chose pour les autres pays européens. Mais où est-ce que ça apparaît? Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Au sein de ma chaire, on avait entrepris justement une lecture, donc c'était au moment de la présidentielle, une lecture des programmes politiques. Migration, ça n'apparaissait pas, sauf chez les candidats trotskistes. Donc voilà, je veux dire, et pourquoi cette absence donc d'une dimension, je dirais presque d'une saisie politique de la question migratoire? C'est quelque chose qui pour moi me remplit de perplexité, mais aussi d'une profonde angoisse, On sait que l'Europe est capable d'admettre le pire, on le sait, et actuellement elle admet le pire autour de la question migratoire. Merci à tous les deux pour cet échange. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre intervention et qui vient encore d'être mis en évidence à plusieurs reprises, c'est le fait qu'il faut absolument se réveiller par rapport aussi au dérèglement climatique qui n'a pas de frontières. À partir du moment où des populations ne peuvent tout simplement pas vivre là où elles sont, elles vont forcément se déplacer. Alors peut-être pas traverser des frontières territoriales, peut-être traverser des régions, des frontières régionales ou intracontinentales, parce que il faut tout de même aussi rappeler que dans le contexte actuel, la majorité, et puis Thomas pourra rebondir, des migrations se font à l'intérieur de régions ou à l'intérieur de continents, et c'est vrai qu'il y a par les discours, donc dans les discours européens, cette impression que tout le sud se déplace vers le nord, comme s'il y avait une grande invasion, et cela se retrouve, comme vous l'avez bien dit, dans le terme migrant, qui est un terme massif, qui ne distingue plus les individus, leur histoire et les raisons, vous l'avez rappelé, pour lesquelles ils migrent, et justement, la raison climatique n'est visiblement pas encore une raison valable que pour obtenir le droit d'asile. Donc, je trouve très intéressant ce que vous développé à partir du droit d'exil qui permet de renverser les perspectives. C'est ce que vous essayez de faire. D'ailleurs, quand je vous ai posé la question, c'est ce que vous faites également. Vous recentrez en fait le point de vue à partir de la personne qui attire notre attention et nos recherches. Et puis, il y a aussi la dimension postcoloniale. Gilroy en a parlé comme la mélancolie postcoloniale qui fait que si il y a aussi cette idée de masse ou d'invasion dans un terme de vocabulaire, presque un vocabulaire guerrier, c'est parce que ce sont aussi des anciens colonisés qui se déplacent vers les anciens colons. Et vous le rappelez en citant Albert Memmi ou encore Derrida, peut-être pourriez-vous juste commenter cela une minute, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous voulez rebondir, cette dimension aussi postcoloniale qui, dans les discours politiques, ne ressort pas tant que ça. Alors, j'en profite pour dire que cela, plutôt sous la dimension du racisme, sera vraiment mis en évidence par Louis-Philippe d'Alembert jeudi lors de son intervention sur Mur Méditerranée. C'est un roman très intéressant du fait qu'il montre toutes les formes de racisme en cours qui sont révélées en cours de migration et pas seulement un racisme d'Européens vis-à-vis d'Africains, mais même au sein du continent africain, ce qui s'est passé en Libye, etc. Voilà, je profite aussi pour faire le lien par rapport au programme que nous avons. La question est difficile. Comment dirais-je,
je voudrais ne pas y répondre. Je choisis de ne pas y répondre pour une raison très très précise. C'est que je me méfie comment dirais-je, des pièges, des interrogations provinciales, comme dirait Bachelard. Je me méfie des pièges de la différenciation entre la question du racisme, la question du postcolonialisme, la question migratoire, etc., etc., etc. Dans le petit bouquin dont je parlais tout à l'heure, j'ai un premier texte qui s'appelle Covid Exil, où j'essaye de montrer que ce que nous vivons dans la situation sanitaire actuelle, les migrants le vivaient avant nous. Un temps infini, ne pas savoir quand ça va se terminer, ben, le migrant, c'est son quotidien. Avoir un espace extrêmement confiné, le migrant, c'est son quotidien, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que on a perdu l'habitude, si j'ose dire, de chercher le point commun dans les expériences humaines et intervenir sur les différents terrains à partir de ces points communs. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, parce que je sais ce qu'est le Covid, je dois aller aider le migrant. Ou parce que je sais ce qu'est le racisme, je dois aider la personne qui est atteinte du Covid, enfin, etc., etc. Cette espèce de perméabilité de nos expériences qui nous permettrait de pouvoir intervenir dans l'espace de l'autre, dans l'espace de l'autre. Alors vous allez me dire, ça s'appelle humanisme. Peut-être, mais humanisme au sens de Lévinas, c'est-à-dire humanisme de l'autre. Humanisme de l'autre. Non pas une définition de l'humanisme qui me dirait voilà, être un être humain implique des devoirs, des obligations. Non, être un être humain, je ne sais pas ce que ça veut dire, je dois l'inventer avec l'autre, et donc je dois me déplacer sur le terrain de l'autre, dans l'espace de l'autre, pour comprendre ce que ça veut dire. Et donc, je pense que nous sommes aussi, alors évidemment, nous sommes dans une période de spécialisation des savoirs qui est totalement volontaire, qui est manipulatrice, etc., etc. Mais nous sommes aussi, je crois, dans une période de division des conceptions du monde qui peuvent, et ça peut aller jusqu'à, par exemple, la concurrence des mémoires. C'est horrible, ces rivalités mémorielles, etc., etc. Mais un jour, puisque Édouard Glissant a été évoqué, un jour il faudrait aussi parler du refus d'Édouard Glissant que de passer à une espèce d'universalisation de la mémoire coloniale, etc. Je veux dire, j'ai eu un dialogue avec Édouard Glissant, il y avait chez Édouard Glissant un refus de dresser les passerelles entre, par exemple, l'esclavage et la Shoah. Je veux dire, bon, il faut le dire. Je veux dire, évidemment, comme nous tous, j'ai une immense admiration pour Édouard Glissant et pour ce qui nous permet de penser. Mais il y a aussi, je veux dire, je suis trop proche de la théorie critique pour, encore une fois, ne pas interroger aussi ce qui doit être interrogé et ce qui parfois s'avère être un obstacle. La créolisation du monde, pour moi, c'est un obstacle idéologique. Je ne le vois pas, ce monde créolisé, je ne le vois pas du tout. Ce que je vois, c'est les tentes des migrants qui sont lacérées par les flics français. Alors, où est la créolisation du monde? Et comme disait Hans Jonas, je n'ai pas le temps d'attendre une ontologie du encore à venir, etc. C'est dans le présent dont parlait Elsa qu'il faut agir. Donc, voilà, je ne vous réponds pas parce que je pense que j'aimerais y répondre, il faudrait avoir le temps, mais en ouvrant d'abord cette question préalable, c'est-à-dire réfléchir sur le postcolonialisme à partir de quel horizon? À partir de quel horizon? Moi, je prétends, par exemple, pouvoir réfléchir sur le postcolonialisme à partir de l'éthique lévinassienne, qui se fonde sur l'expérience de la Shoah. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément entendu. C'est quelque chose qui n'est pas forcément entendu. Merci. Bon, vous m'avez répondu en ne répondant pas. J'ai vu Jean-Paul Madou écouter aussi attentivement par rapport à ce qui était dit sur Glissant. Est-ce que vous voulez réagir, Jean-Paul, ou nous clôturons? Je suis arrivé un peu en retard, donc je n'ai pas pu entendre la totalité de la conférence. Mais oui, c'est vrai, je comprends parfaitement le problème que vous avez posé, le problème de l'universel. Or, il est évident que chez Glissant, il y a un rejet du concept même de l'universel, parce que pour lui, et c'est ça un peu mon problème aussi,
tout universel, dit-il, est généralisant. Tout universel est abstrait. Or, évidemment, peut-on imaginer un universel concret? Si je prends par exemple le texte de Sartre, qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui, La critique de la raison dialectique. Plus personne ne lit ça, mais enfin, je suis encore de cette génération qui a lu ça. Il y a un universel concret, justement. Il y a un universel concret. Alors, c'est ce qu'il est, on peut en discuter. Mais rejeter, comme l'avait fait Glissant, le concept même d'universel, alors, bien sûr, il y substitue, pas vraiment substitué non plus, mais il y a le concept de relation qui va effectivement, je vois évidemment immédiatement votre pas réticence, mais enfin, voilà, votre interrogation. Mais c'est vrai que c'est un problème, cette question de l'universel. Enfin, prenons un exemple concret, le droit des femmes, les droits humains. Ils sont universels ou universalisables, disons-le. Voilà. Mais ne confondons pas non plus ce qui est universel, ce n'est pas quelque chose qui est statique, hein. Ce n'est pas le catholou d'Aristote, mais c'est quelque chose, un processus aussi, l'universel. Est-ce qu'on ne peut pas le penser comme un processus d'universalisation? Par exemple, prenons un problème très concret, l'excision des femmes. Nous sommes tous ici, je suppose, et je l'espère, absolument opposés à une telle pratique universelle. Mais certains pourraient nous dire, oui, mais ça fait partie d'un système mythique, ça fait partie d'une culture, nous ne pouvons pas intervenir, etc., etc. Alors attention, à partir de nos positions, par exemple celle de Montaigne dans Les Cannibales, qui est un peu, malgré tout, la nôtre, on risque aussi, évidemment, de s'exposer à de telles, comment dirais-je, à de telles déviances. Donc, voyez-vous, il y a là chez Glissant, ça a toujours été pour moi. J'ai une immense admiration pour Glissant, j'ai eu la chance de le connaître, j'ai beaucoup écrit sur lui. On pourra discuter aussi de la créolisation, mais ce qu'il entend par créolisation aussi, c'est un processus qui n'est pas propre, effectivement, aux Antilles. C'est quelque chose qui a toujours existé, la créolisation. Quand Glissant dit, par exemple, toutes les langues à l'origine sont créoles, eh bien oui, le français, l'ancien français, le texte du serment de Strasbourg, par exemple, de 842, c'est du créole, déjà du latin vulgaire. Donc, vous voyez, ce processus de créolisation n'est pas nécessairement dans sa tête lié, effectivement, aux Antilles. Mais comme il est créole, bon, voilà, il a un peu généralisé à partir de son lieu. Voilà, il y a le problème du lieu singulier. Et il pense le monde à partir de son lieu. Je pense que quand on aborde Glissant, il faut l'accepter. Bon. Mais je suis d'accord avec vous pour l'universel. Moi aussi, j'ai un problème. Voilà ce que je peux effectivement. Merci Jean-Paul. J'ai vu que Alexis avait répondu dans le chat en vous remerciant de ces éléments. Je vous propose de clôturer la séance. Malheureusement, ici, nous avons fait en sorte d'avoir un espace plus large, temporel plus large de discussion, étant donné que nous avons cette frustration de ne pas pouvoir nous retrouver autour d'un déjeuner et d'en discuter tranquillement les uns avec les autres. Je vous invite à utiliser le chat autant que vous voulez. S'il y a des emails aussi que vous souhaitez obtenir pour poursuivre les discussions, bien sûr, cela pourra se faire. Sinon, je vous propose de nous retrouver demain pour la 3e journée. Demain, nous aurons 2 sessions. Je mets le lien dans le chat également, donc deux sessions, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Je rappelle que le programme est à l'heure anglaise. Nous commencerons donc à 10h avec un panel sur Borderless Fiction, présidé par Véronique Bragard, et un autre l'après-midi, Utopia at the Age of Networks, présidé par Henriette Cortels, que vous avez eu l'occasion de voir aussi aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous pour ces interventions. Ça a été une matinée très vivante et très fructueuse aussi. J'espère vous revoir donc toutes et tous demain. Prenez soin de vous. Bon après-midi. Thank you. Merci beaucoup. Merci. À demain.